bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de balayer 5 points assez rapidement. D'abord, le premier point, disons la laïcité, triomphe de l'équivoque aujourd'hui. Vous savez qu'effectivement, ce concept était univoque, au moins jusqu'en 1984. Certains disaient de cette laïcité, c'est une vieille lune pour esprit attardé. Aujourd'hui, cette laïcité fait l'unanimité, mais derrière tout ça, on voit bien qu'on a un unanimisme trompeur. Eh bien, certains ont joué un rôle un peu particulier, y compris des organisations historiquement laïques, qui se sont, disons, accoquinés avec ceux qui, comme le cardinal Vianney, qui était président de la conférence épiscopale en 1987, qui disait « Le moment est venu de redéfinir avec d'autres le caractère institutionnel de la laïcité ». Et on a vu là fleurir, en fin de compte, tout un tas d'adjectifs autour de la laïcité, adjectifs qui avaient déjà surgi en 1949, disons dans une revue catholique des jésuites esprits, qui parlaient déjà de laïcité ouverte. Et puis, donc, on a vu effectivement après cette laïcité manipulée, transformée, avec une vision presque exclusivement sociologique. Et bien souvent, on voit bien, il y a du côté disons, du pouvoir politique un refus de légiférer sur les questions qui ont trait à la religion. On le voit dernièrement avec la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État joue un rôle politique, là plus que juridique, et en fin de compte, le politique ne dit rien à ce sujet. Deuxième point, je voulais balayer donc 5 points, les jeunes. En fin de compte, voilà, ces derniers temps, je suis allé dans un nombre relativement conséquent de collèges, de lycées. J'ai rencontré en gros 1500 collégiens, lycéens, surtout des lycéens d'ailleurs. Alors, deux choses. D'abord, pour eux, la laïcité est liberticide. Parce que, bon, je ne fais pas de propos liminaires, je passe une petite vidéo et puis je réponds à leurs questions. Et à ma grande surprise, première remarque, la laïcité est liberticide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne connaissent que la loi de 2004. Cette loi de 2004, eh bien, c'est la première fois qu'on parle de laïcité dans une loi depuis 1886. La dernière fois, c'était la loi Goblet du 30 octobre 1886 et la suivante, c'est la loi de 2004. Et donc, on voit bien que là, effectivement, et dans cette loi de 2004, eh bien, c'est la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles au nom de la laïcité. On précise les moyens pour respecter le principe de laïcité, mais on ne précise pas les finalités de la laïcité. Ça, c'était peut-être un problème, parce que le législateur, là, a manqué un petit peu à ses devoirs, a manqué de préciser un peu ce qu'était la laïcité. D'ailleurs, en 2005, dans la loi dite Fillon, loi d'orientation, on ne parle pas de laïcité. Pas plus d'ailleurs dans la loi de 1989, la loi d'orientation et de programmation de Jospin. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, ça c'est le premier point. Donc la laïcité apparaît comme liberticide parce que je crois qu'il y a une responsabilité politique dans tout ça. Et puis, les jeunes, en fin de compte, eh bien, ne parlent pas spontanément de religion quand on parle de laïcité. Pour eux, c'est une atteinte à leur liberté d'expression, à leur liberté de se vêtir comme ils l'entendent. Et donc, en fait, eh bien, on voit bien qu'il y a une forme d'indifférence un peu. Et pourtant, eh bien, les uns et les autres ne font que ramener la question de la laïcité à tout prix et veulent assigner tel ou tel jeune à telle ou telle religion. Donc ça, je crois que c'est un problème relativement important. Ensuite, moi je voudrais parler disons, des questions institutionnelles. Il y en a deux qui sont importantes. Il y a celle des accompagnants qui restent encore, disons, dans le flou juridique. Ces accompagnants, très vite fait, on parle, disons, de la manifestation de la liberté religieuse de l'accompagnant. On oublie bien sûr, disons, la liberté de conscience de l'accompagné à préserver. Ça, c'est les finalités de l'école. Et donc le jour où le juge administratif devra peser entre deux libertés, entre ce conflit, entre ces deux libertés, entre la liberté de conscience à préserver pour le jeune, qui sont les finalités de l'école publique, et puis de l'autre côté, la manifestation de la liberté religieuse de l'accompagnant, ce n'est pas
intrinsèquement la liberté religieuse, mais la manifestation de sa liberté religieuse. Donc, voilà, je vous donne à deviner ce que dirait le juge administratif s'il était interrogé de cette façon-là. Je pense qu'il y a encore, là aussi, on est dans disons dans cette période entre 1989, l'affaire de Creil, et 2004. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra que disons, le pouvoir politique prenne ses responsabilités, d'ailleurs qu'il interdise ou qu'il autorise, peu importe, parce qu'en République, le seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. Et donc, là, je crois que ça, c'est relativement important. On ne peut pas, sur des libertés fondamentales comme la liberté de conscience et la liberté religieuse, laisser, disons, le local gérer ces questions-là. Ensuite, l'autre question institutionnelle dont on ne parle pas, il y a un silence radio là, des tenants du privé depuis 4 ans, parce qu'ils ne veulent surtout pas que l'on remette en question les privilèges qui ont été obtenus dans le quinquennat précédent. Et donc, il y a, même du côté de l'Observatoire de la laïcité, disons, ces questions du dualisme scolaire qui sont occultées, et on devine, parce que, moi je suis ces questions-là depuis un certain temps, et donc le privé, en fin de compte, même si aujourd'hui ils vont pour des raisons, des motivations religieuses, disons que le privé actionne deux logiques. Une logique libérale d'abord, et donc un récent rapport de l'Éducation nationale montre que, disons, le public défavorisé, qui était en 2002 de 25% dans l'enseignement privé, n'est plus que de 20%. Donc il y a là une propension à la discrimination sociale. Ensuite, disons, la logique cléricale, elle n'est pas forcément donc non plus mise en avant actuellement, mais 500 000 exemplaires du manuel Le Jeune a été distribué dans des établissements catholiques au moment où le pape estime qu'effectivement, dans l'enseignement public, on enseignerait la théorie du genre. Et puis il y a aussi est paru un guide de l'éducation sexuelle de l'enseignement catholique, ça dans un silence le plus complet. Et donc cette question du dualisme scolaire, quand on parle d'accommodement raisonnable, on n'est plus dans l'accommodement raisonnable dans cette affaire-là. On est tout à fait dans la différence des droits parce que, eh bien, on a des lois spécifiques pour l'enseignement privé, la loi Debré, la loi Carle, dont tout à l'heure Patrick Kessel nous parlait. Et donc là, on voit bien, y compris, donc d'abord des droits différents, et ensuite on s'exonère, disons, des droits communs, comme par exemple la charte de la laïcité ou la loi de 2004 qui n'est pas applicable dans des établissements confessionnels. Pour autant, moi je ne revendique pas qu'il y ait cette confusion et que cette loi soit applicable, mais ceci montre en tout cas qu'on n'est plus dans l'accommodement, on est dans la différence des droits. Il y a des lois spécifiques pour l'enseignement privé qui est presque exclusivement confessionnel. C'était le deuxième le troisième des points. Le quatrième, c'est en gros aussi, disons, ces deux derniers quinquennats. Ces deux derniers quinquennats, je crois que, y compris le gouvernement actuel, vend très mal un petit peu sa politique en matière d'éducation, parce que, en fin de compte, et puis lié à la laïcité en particulier, il n'insiste que sur l'aspect, disons, quantitatif des choses. Il dit donc qu'il a créé 60 000 postes. C'est sans doute vrai, donc il en avait été supprimé 80 000. Il faut dire que quand il y avait suppression de 80 000 postes, on en supprimait 95% dans l'enseignement public, 5% dans l'enseignement privé. Quand on en crée 60 000, on en crée 20% dans l'enseignement privé et 80% dans l'enseignement public. Voilà un petit peu ce déséquilibre relativement important. On n'est plus dans la logique de parité, on est dans une disparité là tout à fait notoire, y compris la loi Carle. Ce n'est pas une loi disons, de parité, c'est une loi de disparité, parce que elle, disons, en plus, le danger de cette loi Carle, c'est le fait que, eh bien, elle introduit subrepticement le chèque éducation. On est dans une logique là, non plus d'un rapport institutionnel entre l'école et la commune, on est dans un rapport entre l'usager et sa commune de résidence. Donc, on est dans une autre logique, et cette logique libérale, j'espère qu'on n'aura pas à la recroiser en 2017, mais j'ai beaucoup de craintes parce que
je vois les réseaux qui s'activaient dans la période 2007-2012 se réactiver maintenant. Je crois que ça aussi, c'est relativement important. Et quant à la différence entre ces deux, disons, quinquennats, il y a une différence essentielle au-delà du concept de laïcité positive, bien évidemment, donc qui a été développé précédemment. J'y reviendrai tout à l'heure dans une conclusion qui sera rapide. Forcément. Hein, forcément. Bon, donc, il y a dans le quinquennat de 2007 et 2012, on est dans disons, dans ce conflit qu'il y avait il y a un peu plus d'un siècle et demi, entre ceux qui voulaient une école construite sur une logique dite commerciale, parce qu'il s'agissait de former un travailleur pour les besoins immédiats de proximité de l'entreprise, et puis d'autres qui, en fin de compte, défendaient une autre idée, l'idée d'un principe dit patriotique, qui voulait que cette école, bien sûr le principe patriotique c'est aujourd'hui un peu désuet, mais donc aujourd'hui on parlerait plutôt de vivre ensemble. Mais il y a deux différences notoires qui viennent de 1984, parce qu'en 1984 on a fait prévaloir l'idée de libre choix. Faisant prévaloir l'idée de libre choix, on a installé là le parent dans une posture de consommateur. À partir de là, en fin de compte, certains ont développé effectivement cette logique commerciale. Et on a vu la concurrence publique-privée exacerbée dans la période 2007-2012. On a vu en fin de compte les accords Vatican-Kouchner, on a vu la suppression d'une demi-journée de classe, on a vu la suppression du préélémentaire, on a vu ceux qui voulaient en fin de compte l'apprentissage le plus précoce possible. Et bien tout ça, c'était déjà révélé dans un livre qui s'appelle Éducation et civilisation. Vous ne voyez pas le sous-titre. Le sous-titre, c'est pour une révolution libérale de l'enseignement. J'ai beaucoup annoté ce bouquin qui m'a servi à faire deux livres, Main basse sur l'école publique et La République contre son école. Et donc dans cette logique-là, en fin de compte, ce livre a été écrit par Olivier Giscard d'Estaing, frère de Valérie, qui en 1970 développait l'idée, qui disait en fin de compte cet enseignement confessionnel, eh bien, il aura deux leviers sur lesquels qu'on pourra activer, c'est le levier clérical et le levier libéral. Donc, on voit bien que là, en fin de compte, eh bien, le risque est aujourd'hui de revenir à, disons, l'instrumentalisation de cet enseignement privé qui est presque exclusivement confessionnel, qui est presque exclusivement catholique. Et donc, on a dans ce deuxième quinquennat, et là où le gouvernement remballe un petit peu sa politique, c'est qu'en fin de compte, eh bien, le 12 mai 2012, le président de la République inaugure son quinquennat devant la statue de Ferry. Et ensuite, donc, il y a en 2013 la loi sur la refondation qui, là, va parler pour la première fois de la laïcité et définir les finalités de la laïcité dans cette loi de la refondation dans 3-4 articles qui sont essentiels. Et donc, on voit bien que là, dans cette affaire-là, ensuite, il y a eu, bien sûr, les événements de 2015 et 2016 qui ont permis de retisser le lien consubstantiel entre l'école et la République. Et donc, on voit bien que là, on s'installait un peu plus dans une logique et dans un principe patriotique, ou plutôt dans une logique de vivre ensemble. On voit que, disons là, effectivement, il y a des différences essentielles et personne ne les remarque, on ne parle que de l'aspect, disons, quantitatif des choses. Et je crois que qualitativement, au moins, c'est à souligner tout à l'heure, on parlait de... Je vais terminer, on parlait de la charte de la laïcité, c'est, je crois, un événement relativement important qui restera disons, comme quelque chose de très positif dans la politique menée par Vincent Peillon. En conclusion, je pense que là aussi, je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre en cause le principe du financement public de l'enseignement privé. La liberté d'enseignement, ce n'est pas, disons, l'obligation d'un financement public. Quand on est dans un établissement privé hors contrat ou enseigné dans sa famille, il y a une interdiction formelle d'un financement public. C'est le même principe de liberté d'enseignement. Et donc, j'utilise aussi beaucoup cette métaphore, celle de comparer la liberté d'enseignement à la liberté d'aller et venir, qui est tout aussi fondamentale. Ceux qui, en fin de compte, eh bien, refusent, disons, les transports en commun, prennent le taxi, et même ils ont au moins la décence de ne pas demander à la puissance publique de financer leurs courses en taxi.
Moi, si demain on me dit on finance ta course en taxi, je ne prendrai plus le métro comme ce matin. Donc, ça c'est le premier point. Autre point pour la conclusion, je crois qu'aujourd'hui le problème c'est aussi cette confusion entretenue par l'école des hautes études de sciences sociales, où a sévi donc Bobéro, Villem et aujourd'hui Philippe Portier, qui ont transformé la seule chaire qui enseigne la laïcité à des étudiants, qui est une chaire d'histoire et de sociologie de la laïcité à l'origine, qui est devenue histoire et sociologie des laïcités. Eh bien, imaginons le code de la route démultiplié en plusieurs versions. Vous voyez comment on pourrait vivre en sécurité sur la route. La laïcité, c'est un principe juridique, donc je crois qu'il serait malvenu de démultiplier cette laïcité, principe juridique, parce que là, c'est la confusion que j'évoquais tout à l'heure, c'est le triomphe de l'équivoque. Et puis enfin, l'institutrice et l'instituteur sont supérieurs au curé et au pasteur, non pas en tant que femme et en tant qu'homme, mais de par leur fonction, de par leur mission, parce qu'ils accueillent dans la même communion civile du vivre ensemble tous les jeunes, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la religion ou pas des familles. C'est ça la fierté de notre école publique laïque. Merci.